Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Super, merci. Bonjour, bonjour. On va attendre quelques minutes histoire de laisser tout le monde arriver tranquillement. Bonjour, bonjour, bonjour. Eh ben pas de souci, avec plaisir, The Dozo. Avec grand plaisir. On attend encore une petite minute et puis on va aller, je pense. Ah, je vais pas trop en dire, mais effectivement, il y aura des connaissances qui seront apportées qui vont permettre de bien vous débrouiller sur les tchals avec Rootme, je pense. Ouais. Ça va vous donner des bonnes bases en tout cas. Bon, je vous propose qu'on commence. Bon, bah bonjour à tous. Merci d'être là, merci d'être présent pour cette petite présentation à la sécurité des conteneurs avec Docker. On va essayer d'aborder pas mal de notions pour sécuriser les conteneurs qui sont destinés à de la production. Mon but premier, en fait, ça va être de vous transmettre l'envie d'aller faire des recherches après cette conférence, de creuser les sujets, ou en tout cas de vous donner les premières armes, bah, voilà, pour vous renseigner sur des sujets qui pourraient potentiellement vous toucher dans votre job. Avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Lucas, alias Boshi. Je suis étudiant en fin de troisième année d'études supérieures. Je viens d'un BTS SEO que j'ai également fait en alternance. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser aux conteneurs à la fin de mon BTS. J'ai eu l'opportunité d'en déployer dans mon job actuel, dans mon alternance actuelle. Et l'année prochaine, je vais rentrer en tant que DevOps. Donc, j'ai souhaité un peu plus creuser le sujet, voir un peu aussi le côté sécurité de la chose, etc. Donc bon voilà, vous l'aurez compris, je suis pas du tout omniscient sur ce sujet, mais je souhaitais vous partager mes recherches. Moi, c'est un sujet que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Donc c'est possible qu'il manque des choses. N'hésitez pas à les compléter. Le but, c'est aussi qu'on puisse les compléter ensemble, qu'on essaye de faire quelque chose de complet au niveau sécurité. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à partager si vous avez des choses en plus qui apparaissent pas dans les slides. Je vais aussi préciser deux petites choses. Donc, c'est une introduction à la sécurité des conteneurs avec Docker et c'est pas une introduction à Docker. Donc, pendant la presse, je vais partir du principe que vous avez déjà utilisé Docker, au moins un minimum. Si c'est pas le cas, je vous recommande d'aller voir la chaîne YouTube. C'est pas sponsorisé ni rien, c'est Xavki. Allez voir, il y a pas mal de tutos. Je vous recommande de checker si vous avez jamais fait de Docker. Et puis, si vous avez des questions ou même des feedbacks, je suis très preneur. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Discord ou sur Twitter à la suite. Voilà, comme ça, on pourra échanger.
Bon, bah écoutez, c'est parti. Donc, quand on parle de sécurité Docker, il faut avant tout s'assurer de bien comprendre le fonctionnement de l'architecture. Donc ici, c'est assez simple dans les faits. C'est une architecture client-serveur qui se décompose en trois modules. Donc on a le premier, en tant qu'utilisateur, on va utiliser Docker CLI qui va permettre d'exécuter nos commandes. Donc par exemple Docker pull, run, exec, build, etc. Ensuite, ces commandes, elles passent par Docker API. Donc c'est lui en fait qui va servir d'interface entre Docker CLI et le Docker daemon qu'on va voir juste ensuite, en passant par soit du socket Unix, soit le socket TCP. Ensuite, c'est envoyé donc justement au fameux démon Docker qui lui va gérer nos conteneurs, il va gérer nos images, nos réseaux, nos volumes, etc. Et donc pour les images, on aura une registrie justement sur lesquelles on aura nos images. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, généralement tout le monde connaît Docker Hub, la registrie, la grosse registrie officielle. On peut monter ses propres registries, donc comme on peut monter des GitLab. Et donc une registrie avec Docker, c'est tout comme GitHub pour le code, c'est pareil, sauf que là ça va être avec des images Docker. Et donc, quand on va pooler des images, justement, enfin quand le Docker daemon va pool des images, à ce moment-là, il ira chercher les dernières mises à jour sur la registrie. Donc voilà, un fonctionnement vraiment très très simple de l'architecture Docker. C'est important quand on va vouloir sécuriser nos conteneurs de toujours avoir en tête en fait notre workflow. Donc c'est bon de savoir ce qu'on va sécuriser, quelles sont les étapes, dans quelle architecture on se situe. Donc, quand on parle de sécurité avec Docker, on entend très souvent, et c'est normal, hein, c'est le cœur de Docker, mais très souvent parler uniquement des conteneurs. Il faut être conscient qu'on va avoir d'autres choses qui vont graviter autour. Donc, ces choses, ça va être dans un premier temps la machine hôte sur laquelle on aura Docker. Ça va être l'image qui est aussi à la base de tout. On aura effectivement les conteneurs ensuite. Donc, quand on va parler de conteneurs, on va parler de l'intérieur des conteneurs, mais aussi de comment sont lancés nos conteneurs. Et puis ensuite, c'est aussi tout ce qui est monitoring, gestion de log, etc., qui sont extrêmement importants pour avoir une vue sur nos conteneurs. Alors, on commence par l'hôte tranquillement. Des petits conseils pour sécuriser son hôte. Déjà, c'est de toujours avoir un hôte à jour, qu'il s'agisse de l'OS ou des packages, donc des updates, des upgrades, etc. Je vous conseille aussi forcément de toujours garder que l'essentiel sur l'hôte, donc d'avoir un hôte que vous allez utiliser uniquement pour Docker et pas pour faire autre chose. Donc on va éviter d'ouvrir des ports, d'exposer des choses sur cet hôte. Voilà, sa fonction principale et unique, c'est d'avoir Docker dessus. Ensuite, une bonne pratique, c'est de créer une partition spécifique pour Docker. Les partitions de base sont quand même assez légères. Et puis ensuite, on va avoir des outils justement, donc là qui sont axés sécurité, comme AppArmor. Donc AppArmor, son équivalent, c'est SE Linux. Je reviendrai sur la différence juste après. AppArmor, qu'est-ce que c'est AppArmor, en fait, ça va être un module qui va nous permettre d'utiliser un système de whitelist ou de blacklist sur des programmes pour qu'ils accèdent à certaines choses. Donc par exemple, un programme Docker va vouloir accéder à un chemin ou à un fichier, par exemple, et on va pouvoir lui donner l'autorisation ou non. Donc on peut dire que par exemple, mon Docker peut aller lire ce qu'il y a dans mon slash etc, mais il ne peut pas aller lire ce qu'il y a dans mon slash dev ou peu importe. On va pouvoir contrôler d'un point de vue haut niveau. La différence entre AppArmor et SE Linux, déjà ils vont faire globalement la même chose. C'est juste que SE Linux, en tout cas à mon point de vue, c'est beaucoup plus compliqué de le prendre en main. Il y a une configuration qui est plus difficile. Voilà, c'est quand même un gros outil et c'est pas forcément très intuitif au début, contrairement à AppArmor. Et puis aussi pour ses détracteurs, SE Linux a été développé par la NSA, donc ça peut faire aussi un argument pour ne pas l'utiliser, voilà, pour certaines personnes. SecComp, c'est un peu le même système, sauf qu'on descend beaucoup plus bas dans les couches. Donc à ce moment-là, on est au niveau du kernel, des appels système. C'est pareil, on va permettre d'autoriser certains appels système pour certains process. On va pouvoir les restreindre. Bon voilà, il n'y a pas besoin de forcément rentrer plus dans le détail. Vous avez justement avec SecComp pas mal d'exemples sur la doc Docker qui sont assez bien détaillés. Je vous recommande d'aller voir. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à part mort, on est plus sur du haut niveau. SecComp, on est sur du beaucoup plus bas niveau et on touche au kernel. On rentre enfin dans le vif du sujet avec les images, on touche un peu à du Docker.
Donc là, je vous propose qu'on regarde justement cette petite commande. Comme vous pouvez le voir, en fait, je vais juste run un conteneur de base avec une image alpine. Pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il y a deux points qui sont importants. Le premier, c'est la gestion de la version de l'image. Donc il y a un débat, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont préférer laisser latest pour rester toujours à la dernière version, et ceux qui vont préférer indiquer une version pour être sûr d'être sur une release stable. Les deux peuvent s'entendre. Je ne suis pas partisan de l'une ou de l'autre. Je pense juste qu'il faut faire un choix suivant ce qui va tourner à l'intérieur du conteneur. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, je vous recommande de toujours rebuilder votre image et de contrôler la version de l'image si vous avez fait le choix de la mettre en dur comme la deuxième solution. Quand on parle de version, on parle aussi de registry. Donc vous savez, là où sont stockées les images. Quand on va pull l'image depuis la registry, il va bien falloir faire attention. Donc il va toujours falloir utiliser des repos qui sont vérifiés. Et on peut aussi vérifier l'image, l'auteur qui a pushé cette image justement, pour voir qui a mis à jour cette image. Dans tous les cas, quand on part d'une image, le mieux c'est de toujours partir d'une image vierge. Donc soit de la faire complètement vous-même, ou au moins de partir d'une alpine, qui est une image vraiment très légère, et ensuite de la personnaliser suivant vos besoins. Le deuxième point important concernant les images, c'est le système de caching. Alors il faut savoir en fait que Docker il va nous offrir un système de cache. Quand il va build une image pour la première fois, il va utiliser un système de caching pour optimiser le temps qu'il va remettre quand on va reconstruire l'image. C'est bien, ça augmente la vitesse. Par contre, dans certains cas, ça va nous empêcher enfin, ça va brider notre sécurité, si je puis dire. Par exemple, on va faire un update de sécurité. Docker va le faire une fois, ensuite il sera placé en cache, et du coup, quand on va rebuild cette image, il n'ira pas chercher les derniers updates de sécurité. Donc, pour ça, on a une solution. C'est donc dans tous les cas de très souvent reconstruire notre image. Petite chose en plus, on peut mettre l'argument pull qui va permettre de repouler toujours la dernière image, donc enfin d'aller chercher toujours la dernière image depuis la registry. Et puis de mettre l'argument nocache qui fait en sorte que Docker ne va pas utiliser le système de caching et qui va reconstruire à chaque fois notre image. Donc si on reprend notre exemple avec les dernières updates de sécurité. Le seul point un petit peu négatif qu'on peut trouver, c'est que du coup ça va prendre un petit peu plus de temps, mais on augmente notre sécurité forcément. Le dernier conseil pour les images, ce sera de ne surtout pas mettre de secret à l'intérieur. Donc là, on voit sur le screen que je fais un run et donc que je vais mettre une commande git pull et ensuite que j'indique username et mot de passe en clair à l'intérieur. Très très mauvaise pratique, absolument à bannir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait Docker fonctionne avec un système de couches, de layers, et donc on va facilement pouvoir inspecter le contenu de ces layers avec des outils qu'on verra tout à l'heure, et donc voir les secrets, les instructions, la configuration en clair. Petite chose en plus qui est sympathique à savoir, c'est qu'il y a des gens qui font la track justement aux mots de passe qui sont en clair et qui vont scanner les repos et regarder si vous avez mis des mots de passe en clair dans vos images. Donc voilà, faites bien attention. Et puis pareil, petite astuce en plus pour terminer sur les images, je vous conseille d'utiliser Adolint qui va détecter les mauvaises pratiques de votre Dockerfile. Donc ça va permettre deux choses. D'une part, d'améliorer votre Dockerfile, de le rendre plus optimisé. Deuxième chose, de le rendre forcément plus sécure. Donc voilà, un bon outil, c'est gratuit, open source, vous pourrez le retrouver sur GitHub. Ensuite, quelque chose de très important. Donc là, c'est un principe qui est vraiment très très simple. C'est l'utilisation de builders. Donc quand on va construire notre image, on en parlait sur la slide d'avant, d'avoir des images vierges et légères au maximum dans le but de toujours optimiser, mais surtout, on parle surtout de sécurité là. Parce qu'en fait, dans une image qu'on va vouloir mettre en prod, on va faire des actions à l'intérieur de cette image. Donc si on n'utilise pas de builder, on va laisser des outils, par exemple des outils de compilation, et vous comprenez bien qu'on ne va pas vouloir avoir par exemple GCC dans notre image de prod. Donc là sur le screen, ce qu'on voit, c'est qu'on utilise une image Golang comme builder. Donc on va faire notre compilation, etc. dans cette image. Et ensuite, dans notre alpine, on va, donc cette alpine, elle va nous servir d'image de prod, hein, je le précise.
À ce moment-là, on va indiquer from builder pour indiquer qu'on va copier les choses depuis notre builder qu'on a défini juste au-dessus. On indique le chemin source et le chemin destination et on récupère comme ça notre artefact. Donc c'est important parce que ça va permettre de faire des actions, donc par exemple de compiler ou toute autre chose dans nos conteneurs, sans pour autant laisser des outils ou des fichiers de configuration, et donc de directement transférer notre artefact dans un conteneur qui est complètement propre. C'est toujours le même principe. Le but, c'est de laisser le moins de portes d'entrée ou de possibilités pour un attaquant. Donc de mettre des conteneurs qui sont le plus légers possible. Toujours dans les relations entre conteneurs, on va parler des réseaux. Alors je sais que je vous avais dit que je ne reviendrai pas sur les bases, mais c'est quelque chose qui est vraiment important. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment l'impression que très souvent, on considère que le réseau on-premise, c'est normal qu'il soit sécurisé, qu'on mette du routage, des accès Internet, qu'on isole des choses, mais que ça l'est un petit peu moins pour nos conteneurs. Donc il faut savoir que de base, sans configuration, avec Docker, on a trois réseaux. On a le Docker 0, tous les conteneurs peuvent se toucher et sortent tous sur Internet. On peut choisir le réseau host. Là, le conteneur va partager les interfaces avec notre hôte. Donc les interfaces de notre hôte seront montées à l'intérieur de notre conteneur et le conteneur va prendre en plus de ça le hostname de notre hôte. Et ensuite, dernier réseau, si on choisit le réseau none, à ce moment-là, on n'a plus aucune configuration réseau dans le conteneur, donc il n'a pas accès au WAN, enfin pas accès à Internet, et il ne peut pas être touché ni toucher les autres conteneurs, donc là il est complètement isolé d'un point de vue réseau. Cette commande, c'est la commande pour créer des réseaux, donc Docker Network Create est le nom de notre réseau. C'est pareil, c'est une commande de base, mais je vous conseille de l'utiliser pour définir des réseaux, définir une architecture même simple avec Docker, comme par exemple créer un réseau pour ce qu'on va vouloir exposer, donc du front-end, et puis des réseaux en back que eux, on va décider de ne pas exposer. Quand on décide de ne pas exposer un réseau, on peut justement utiliser l'argument internal, qui à ce moment-là va faire que le conteneur ne pourra pas sortir sur Internet, ne pourra pas être touché non plus, mais il pourra communiquer avec les autres conteneurs. Donc typiquement, c'est parfait pour tout ce qui est back-end, pour tous nos services back-end. Ensuite, on parle donc de différents réseaux et souvent, ce qu'on peut entendre concernant l'utilisation de plusieurs réseaux, c'est que c'est compliqué quand on est surtout en CLI, parce qu'avec un Dockerfile c'est beaucoup plus simple, de connecter un réseau, un conteneur à plusieurs réseaux. On a justement cette commande, donc Docker Network Create, le nom du réseau, le nom du conteneur. Il ne faut pas que le conteneur soit allumé. Comme ça, on peut le faire rejoindre plein de réseaux et donc ça permet d'avoir un conteneur qui est dans plusieurs réseaux pour différentes utilités. Le petit screen d'après, on voit juste que le conteneur est bien dans deux réseaux. Voilà, je vous donne cette petite commande qui est utile. Ensuite, dernier point sur les réseaux, ensuite on passera à autre chose. Docker nous offre la possibilité de bloquer la communication entre les conteneurs. Donc notre conteneur, nos conteneurs, quand on va activer justement cette option ICC, à ce moment-là, ils ne pourront pas se toucher entre eux. Et donc si on souhaite que certains conteneurs se touchent, à ce moment-là, on peut utiliser l'argument link, on indique le nom du conteneur et ils pourront communiquer. Ça peut être intéressant dans certains cas, notamment dans des entreprises quand on va donner des accès justement à Docker, à des équipes qui vont pouvoir eux-mêmes créer leurs propres conteneurs. À ce moment-là, ça va éviter que les équipes créent plein de conteneurs qui soient tous sur le même réseau et qu'en fait ce soit la pagaille. Voilà, ça peut être intéressant de restreindre à ce moment-là. Une autre chose très importante avec Docker, donc c'est la limitation des ressources et la gestion des volumes. Alors, à moins que vous souhaitiez être réveillé à 3 heures du matin parce qu'un gars est en train de faire une attaque DOS sur votre infra, vous avez intérêt à limiter les ressources allouées à vos conteneurs. Premier point, ce que je vous recommande, c'est de ne surtout pas utiliser cgroup parent. Pourquoi? Parce que les ressources vont être partagées avec l'hôte. Et ça, c'est une très mauvaise chose. On souhaite toujours isoler. On va toujours isoler nos conteneurs et donc ne surtout pas partager avec notre hôte. Là, l'effet de bord, c'est qu'en cas d'attaque DOS, vous mettez en danger votre hôte complètement. On va pouvoir faire autrement en définissant des ressources qu'on va allouer au conteneur. Donc comme ici, là on définit un nombre de CPU, pareil pour la mémoire, et donc ça va brider notre conteneur en termes de ressources. Ensuite vient la question des volumes. Donc là c'est pareil, on peut monter un volume dans notre conteneur en read-only,
Et donc à l'intérieur du conteneur, on pourra uniquement lire le /tmp qui est monté. Il sera en read-only. On peut aussi définir des tmpfs, donc des fs temporaires. À ce moment-là, c'est un peu différent des autres volumes. Docker va créer un volume qui sera stocké dans la mémoire et monté dans le conteneur. Donc quand on éteindra notre conteneur, le volume sera supprimé. Ça peut être intéressant pour d'autres choses, notamment quand on va avoir besoin de stocker des fichiers un peu sensibles, des fichiers de configuration, etc. Parce que ce sera supprimé. On peut passer des arguments, comme son nom, des droits, si on peut l'exécuter, les SUID, etc. Et puis, autre chose, on peut aussi tout mettre en read-only. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, cette commande? Elle va faire en sorte que le root file system, le slash, la racine à l'intérieur du conteneur, soit en lecture seule. Donc, ça peut être intéressant suivant les cas. Et si on veut créer des emplacements spécifiques et les mettre en RW, à ce moment-là, on pourra toujours utiliser notre système pour monter des volumes. On a d'autres options qui peuvent s'ajouter à ça, comme par exemple limiter le nombre de restarts ou bien définir des ulimits pour des choses spécifiques, comme par exemple limiter le nombre d'ouvertures de fichiers ou le nombre de process qu'un user peut lancer. Gros sujet épineux maintenant, c'est concernant les privilèges avec Docker. Donc il faut savoir que Docker, à la base, il a un système d'élévation de privilèges. Alors ça fonctionne de la sorte. Si vous avez un conteneur et que vous avez un process qui a besoin de privilèges, il peut demander une élévation de privilèges pour fonctionner. Alors dit comme ça peut paraître un peu étrange, mais j'ai trouvé une démonstration vraiment sympathique sur un blog. Il s'agit du blog de Racen. Donc voilà, je vous mets le lien si ça vous intéresse. Il a fait un article sur le sujet, très complet, allez voir. Nous, on va faire la petite démonstration. Donc, dans notre démonstration, on a un Dockerfile que vous voyez, dans lequel on prend une image, on va copier notre bash qui est sur notre hôte et on va le coller dans le /bin et le renommer en new bash pour pas écraser le vrai bash du conteneur. Et donc, on va l'exécuter par la suite. Après, on ajoute un utilisateur et on utilise l'instruction user. Donc ça, c'est une bonne pratique. On définit un utilisateur, comme ça, quand on va se connecter dans le conteneur, on sera utilisateur et non root. Quand on lance notre conteneur, on voit bien qu'on est avec l'utilisateur Boshi. Par contre, si on lance notre nouveau bash avec l'option P, qui signifie privileged, on lance notre nouveau bash justement avec ce mode de privilège. Donc on fait explicitement une demande d'élévation de privilège à Docker. Et là, on voit que Docker nous l'accorde et on passe sur un shell root. Alors, vous l'avez compris, c'est pas super. Pour permettre plus de sécurité, on va supprimer ces élévations de privilèges. On indique no new privileges et on refait notre test. Là, on voit qu'elle ne nous est pas accordée. On reste bien utilisateur avec notre shell. S'il y a bien deux choses à retenir dans cette slide, la première, c'est d'enlever cette élévation de privilège avec le petit flag. La deuxième, c'est de toujours utiliser l'instruction user dans les Dockerfiles pour ne pas laisser l'utilisateur root par défaut. Voilà. On reste dans le domaine des privilèges avec le fameux flag privileged. Je vous recommande de ne pas du tout l'utiliser, mais avant de vous expliquer pourquoi on ne doit pas l'utiliser, on doit parler capabilities. Alors les capabilities, elles permettent de donner des droits au process, et même s'ils sont lancés en tant que root. Donc les capabilities, en fait, elles se décomposent en petits groupes, pour faire très simple, avec différents groupes de privilèges à l'intérieur pour permettre des actions. Pour l'instant, on va juste retenir ça, et ça ira très bien pour la présentation. Pour en revenir au flag privileged. Donc qu'est-ce que ça fait? Privileged, en fait, il englobe toutes les capabilities. L'effet de bord le plus connu et le plus simple à exposer, c'est quand un conteneur a ce flag, on peut monter des devices à l'intérieur. Donc si ça vous intéresse d'ailleurs, je fais une petite aparté, il y a dans les challenges qui ont été créés par Nishacid sur RootMe, des challenges justement qui sont avec privilege. Forcément, je ne vous montre pas la résolution en live, mais vous pouvez aller voir, c'est vachement sympa. Dans presque tout dans la conf, il y a à peu près à boire et à manger sur RootMe, donc je vous conseille d'aller voir. Pour juste en revenir donc à nos privilèges, on voit ici qu'on lance un conteneur sans ce flag. On montre notre /dev. À ce moment-là, on voit qu'il n'y a pas grand-chose dedans, juste la base. Avec le flag, vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence. Donc effectivement, on se rend compte qu'il y a un problème. Pourquoi les gens utilisent privileged? Tout simplement parce que c'est un raccourci
qui va nous permettre de monter, donc comme vous l'avez vu, des devices à l'intérieur de notre conteneur. Et donc souvent, ça va être utilisé pour des projets qui veulent monter des choses rapidement à l'intérieur. Le mieux, c'est d'utiliser le flag device, donc cette petite option. Elle va vous permettre de monter vos devices en spécifiant leur nom, et uniquement ce device-là sera monté à l'intérieur du conteneur. Donc on est beaucoup plus sécure plutôt que de tout monter. On a vu ce qu'étaient les capabilities dans la slide d'avant. Je vous propose maintenant qu'on regarde un peu plus en détail comment on va s'en servir avec Docker. Donc déjà, les capabilities, comment les retrouver? Si par exemple on lance une Alpine, on peut utiliser la libcap et ensuite utiliser la commande cap sh print pour afficher les capabilities dont dispose le conteneur. Donc si on fait cette commande à l'intérieur d'un conteneur de base, sans modification de configuration, sans ajout de droit, rien du tout, une configuration de base, vous allez voir ces capabilities-là apparaître. Il faut savoir que Docker en active 14 par défaut sur les conteneurs de base. Je vous propose pour votre bien qu'on ne les regarde pas une à une. Et pour passer à la suite, au plus important surtout, c'est comment utiliser ces capabilities. Donc là, on prépare un conteneur. Pour ajouter des capabilities, on utilise cap add avec le nom de la capabilities, cap drop le nom de la capabilities pour la supprimer, et puis ensuite, si on veut tout supprimer, cap drop all. Moi, je vous recommande de regarder le besoin de votre application, quelle capabilities votre application a-t-elle besoin, vous supprimez toutes les capabilities et vous ajoutez uniquement celles qui sont nécessaires. Voilà, ça c'est une bonne pratique pour éviter d'en laisser traîner ou laisser des capabilities en trop. Il y a une seule capability que je vous recommande surtout pas d'utiliser, c'est sysadmin. Alors elle est particulière. Je vous ai expliqué, des capabilities, globalement, c'est des groupes qui contiennent des droits. Là, carrément, sysadmin, c'est une capabilities qui contient d'autres capabilities. Donc voilà, autant utiliser les capabilities une à une et les ajouter à la main plutôt que d'utiliser sysadmin et d'en ajouter tout un paquet. Et puis, si vous souhaitez avoir le détail, parce que là, on a vu que les 14 capabilities qui étaient ajoutées avec Docker, il y en a plein d'autres, vous pouvez utiliser le man sur Linux, man capabilities, il y en a plein d'autres, il est très fourni, donc voilà, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil. Autre gros sujet qui fait beaucoup parler avec Docker, c'est les namespaces. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas passer par de la théorie trop pompeuse, parce que ça peut très vite devenir assez embêtant, les namespaces. Je vous propose plutôt de faire une petite démonstration. Donc là, on voit sur le screen que je suis sur ma machine hôte. Je vais faire echo love my cat à l'intérieur donc de /etc, mon fichier. Je n'ai pas les droits, je suis juste avec mon utilisateur, jusque-là c'est normal. Je rajoute un sudo, à ce moment-là, il me l'accorde, pas de souci, tout se passe bien. Je vais lancer un conteneur, je vais monter en volume mon /etc de mon hôte et je vais le mettre dans hostdir. Et à ce moment-là, on voit que bon, bah, j'y ai accès, je peux faire un cat, mais surtout je peux supprimer mon fichier. Alors là, la question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait, alors que je n'ai pas créé ce fichier à l'intérieur de mon conteneur, que je puisse le supprimer. Je l'ai créé avec ma machine hôte, avec mon root hôte, et je peux quand même le supprimer. Et ben, je vous propose qu'on voit ça. Donc pour comprendre pourquoi on a ce fonctionnement, quand on va monter donc, par exemple des volumes, sans faire un remap de nos namespaces, il faut se pencher justement rapidement sur l'utilité des namespaces. Qu'est-ce que c'est? Les namespaces, ça va permettre d'isoler nos conteneurs qui seront lancés. Donc en fait, c'est un environnement pour les process qui va empêcher justement à ces process de voir ou même d'interagir avec les autres. Donc basiquement, pour faire très simple, c'est une solution qui va permettre de remap nos process ID, donc nos PID, à l'intérieur de nos conteneurs, de telle sorte à ce que ce ne soient pas les mêmes PID que ceux qui sont à l'extérieur de notre conteneur. Je vous avais prévenu que c'est un peu plus facile à comprendre et c'est quand même beaucoup mieux en démonstration que de la théorie pompeuse. Donc, on va décortiquer. Comment déjà on peut activer? On peut utiliser, donc là on peut justement éditer notre démon Docker. On ajoute user namespace remap, soit on met à la place de Docker remap, donc là c'est un nom d'utilisateur, soit à la place de Docker remap, on met default, auquel cas il devrait vous créer Docker remap une fois que vous aurez restart votre service, soit vous créez Docker remap à la main et ensuite vous le mettez en dur. Voilà. Donc voilà, ça c'est à votre guise. Ensuite, une fois qu'on a fait ça,
tous les process qui vont tourner dans nos conteneurs seront des enfants du user ID et du groupe ID, donc de Docker Remap. On peut voir justement ces ID, donc /etc sub UID et /etc sub GID. Donc là, on voit que pour Docker Remap 23.10.72. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on redémarre Docker, on redémarre nos services, on vérifie qu'ils tournent bien dans un namespace en prenant justement l'ID qu'on a vu auparavant, 23.10.72. Et là, on va dans var lib docker et on voit bien en fait notre architecture de fichier Docker et qu'il est à l'intérieur. Donc on voit bien que Docker, justement, notre action est bien passée, il est bien dans 23.10.72. On peut vérifier, on lance la commande lsns, donc ls, ns pour namespace, on regarde et on voit bien juste en bas, donc dans la colonne user, que le 23.10.72, c'est Docker. Donc on voit bien que c'est bien lancé. Là, je vous ai fait une petite démonstration, je vous ai montré rapidement. Par contre, je vous rassure, il n'y a pas besoin de faire tout ça. Donc, si vous souhaitez activer des namespaces, chose que je vous recommande fortement, il suffit juste, donc, on refait les étapes. On crée un user, on édite le démon Docker avec la ligne user namespace remap, on redémarre Docker et c'est bon, c'est terminé. Voilà, pas besoin de se prendre la tête. On refait notre test une fois qu'on les a activés, et donc là, c'est bon, on a réussi, c'est super, on ne peut plus supprimer notre fichier. On voit également que quand on fait un ls, c'est nobody et pas root. Donc c'est bon, parfait, mission réussie. Quelques petites choses importantes en vrac. C'est des choses en fait qui sont des sujets complets à elles seules. La Docker Registry. Je vous recommande justement quand vous allez créer vos propres Docker Registry de ne pas les exposer comme ça, donc forcément sur Internet, mais même en interne dans une entreprise, de ne pas lancer une Docker Registry, on map un port et puis on la laisse sans SSL, enfin sans TLS, ni même sans authentification. On verra après qu'on peut faire des RCE très facilement. La deuxième petite chose, c'est le démon Docker. Donc là, exposer un démon Docker, c'est pareil. Je ne vous recommande pas du tout de le faire. Mettez au moins de l'authentification si vous devez le faire. Pareil, ne pas l'ouvrir sur Internet. Alors, quand je vous dis ça, en fait, je suis sûr que certains d'entre vous ont un petit sourire. Mais si on regarde sur certains moteurs de recherche et qu'on cherche justement sur ces ports pour les Docker Registry, on voit qu'il y a énormément de Docker Registry qui sont exposés sur le One. Donc là, ça fait sourire parce que forcément, vous êtes tous au minimum initiés en sécurité, au mieux experts, mais il y a vraiment des gens qui le font. Donc c'est important vraiment de le rappeler. On peut utiliser des scanners d'images, par exemple comme Trivi, donc qui va scanner les vulnérabilités d'un conteneur avec des versions de ce qu'on aura installé à l'intérieur, donc ce sera des CVE qui va rechercher. On peut utiliser d'autres types de scanners, donc par exemple GG Shield, qui lui va scanner des images, il va essayer de vérifier que vous n'avez pas laissé traîner des secrets à l'intérieur. Et puis ensuite, autre chose très importante, je vous conseille aussi de regarder tout ce qui est la stack ULK qui se... Donc il y a d'autres choses, mais la stack ULK, elle va particulièrement bien pour monitorer nos conteneurs, pour la gestion de logs, etc. Donc je vous conseille de regarder, il y a pas mal de tutoriels, mais là c'est pareil, ça demande une présentation complète juste pour la stack ULK. Alors maintenant, je vous propose quelque chose. Euh, je vous propose qu'on passe au lab. Hop, voilà. Donc normalement, ça a dû passer. Et je vous propose une petite mise en situation très rapide. Vous arrivez dans un endroit, voilà, vous êtes en pen test ou voilà, je vous laisse faire votre imagination. Vous faites un scan. Donc moi j'ai fait un petit headmap avant pour vous éviter d'attendre. Et donc vous tombez là-dessus. Donc là on voit qu'il y a deux ports qui sont ouverts. 2375 qui nous indique Docker. Donc là on voit que c'est le démon Docker qui est exposé. Et 5000 qui nous indique une registry. Donc si vous voyez ça, sachez que ça sent vraiment très très bon si vous êtes sur de l'offensif. On va commencer, je vous propose justement par la registry. Donc on peut voir ce que ça donne. Une registry Docker, ça fonctionne très simplement. C'est une API. Donc je vais y mettre comme ça, ce sera peut-être mieux. Et je vais peut-être même zoomer. Je sais pas, tac, ça a l'air d'être un petit peu mieux. À ce moment-là, on peut faire un curl. Donc on va faire un curl simple, on l'interroge. Donc moi j'ai changé, j'ai mis un DNS pour mon IP. Ça nous retourne rien. On va quand même juste vérifier au moins le code de la réponse. Ça nous retourne un 200. Donc là déjà, ça sent bon. Ça sent bon parce qu'on a un retour. On peut passer en get
Et à ce moment-là, dans la documentation Docker, il nous indique que si on indique V2, il devrait nous retourner quelque chose. Donc là, c'est super. On voit qu'on a accès à la registrie. Donc là, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, mais on voit au moins qu'on y a accès, qu'on peut la requêter et qu'il nous répond. Si on souhaite voir les repos à l'intérieur, pareil, on interroge l'API, et là, à ce moment-là, on va juste mettre catalogue. Et là, il va nous répondre qu'on a un seul repository, tant mieux pour nous, qui s'appelle Banana. Donc, quand on parle justement de Banana, Banana, c'est une image. À ce moment-là, elle peut avoir des tags. Donc, vous savez, des images, elles peuvent avoir des tags, des versions, latest, etc. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, ça va être justement de voir le tag de cette image. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder justement notre version 2 de l'API. On indique Banana, on veut les tags, on veut une liste. Et là, on a latest. Bon, vous l'aurez compris, je ne suis pas allé chercher forcément très très loin. Mais le but, c'est de vous montrer qu'on peut énumérer à l'intérieur d'une registrie avec l'API. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On peut pull notre image. Donc là, on va la pull. Donc Docker pull. Si vous l'avez jamais fait de pull depuis un repository, on indique notre repo, on indique le nom de notre image et puis le tag. Voilà. Notre image, on l'a bien. Elle est ici. Donc là, on a deux choix. Soit on la lance. Donc je ne vous recommande pas de la lancer parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans cette image. Soit on utilise un petit outil qui s'appelle Dive et qui va nous permettre justement de voir les layers à l'intérieur de notre image. Donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. On va pouvoir voir les différentes couches de notre image. Alors donc là ça fait un petit peu barbare quand on voit l'interface comme ça, mais je vais vous l'expliquer rapidement. Donc ici on a les layers en haut à gauche. Ici on a le détail de notre layer. Ici, ça bouge pas, c'est le détail, enfin juste ici là, c'est le détail de notre image. On utilise Tab pour changer. Et ici, en fait, on voit notre file system avec les droits et ce qui bouge suivant les layers. Donc si je vais sur le deuxième layer, on a de la chance, voilà, on a la chance ici de voir qu'on a un fichier qui s'est créé. Ce qui nous intéresse, nous, en fait, c'est de vous montrer qu'on peut voir des choses à l'intérieur des layers. Ici, la personne qui a fait l'image, bon, c'est moi, j'ai laissé traîner echo username admin password secret 123. Si vous étiez tombé sur ça dans de la production, vous aviez un point d'entrée, vous aviez des identifiants ou de la configuration, en tout cas des indications. Donc c'est pour ça en fait que je vous montre que ce qu'on laisse dans une image, on peut vraiment le retrouver. Bon, c'est pas le but, c'est pas de faire une box complète, donc il n'y a pas de suite, on va pas se connecter en SSH quelque part ou autre, mais voilà. Juste avant de terminer, quels sont l'autre risque d'exposer sa registrie? Donc déjà, un attaquant qui a accès comme ça à la registrie, on pourrait euh, prendre cette image, ou en tout cas construire une autre image, infecter l'image, mettre une backdoor à l'intérieur, et du coup à chaque fois qu'on remettrait à jour notre image à l'intérieur, et ben en fait on aurait une backdoor à l'intérieur. Et en plus de ça, il y aurait des risques de RCE sur l'hôte depuis laquelle l'image est lancée, tout simplement parce que ça va dépendre avec quel droit et comment on a configuré justement notre... enfin pas comment on a configuré, avec quel droit en fait on a lancé notre image Docker. Donc on peut facilement penser qu'une personne qui a mis des secrets dans son image, elle ne se soit pas non plus trop embêtée à regarder de la sécurité Docker et qu'elle ait des, mis en place les bonnes pratiques. Deuxième chose, je voulais montrer dans le Nmap, on avait ici le 2375. Alors 2375, c'est le démon Docker qui est exposé. Donc le démon Docker, là je l'interroge depuis la socket Unix sur ma machine hôte, mais je peux aussi l'interroger si je mets un grand H. S'il est exposé, je peux l'interroger sur une autre machine. Donc là je lui indique le port 2375 et puis je peux lancer des commandes. Donc là je fais un PS et là en fait je peux lancer des commandes sur l'hôte à distance parce qu'en fait le démon Docker est exposé. Donc c'est pour ça que je vous disais il faut absolument mettre de la sécurité, on n'expose pas un démon Docker. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire tout ce qu'on a vu, on peut mettre des flags privileged ou autres, ou alors on peut même ne pas se casser la tête, on va monter un volume, on monte la racine à l'intérieur, dans le TMP par exemple, on lance une alpine. Hop, j'ai oublié le Docker Run et le petit TI. Hop, on est à l'intérieur. Si on va dans notre TC, on voit qu'on a tout qui est monté. Alors non, tac, juste
Euh, Alors attendez, il me semble bien que j'ai failed. Tac, docker-h run- donc là, je vais monter justement la racine sur mon stade. Donc là, je vais en mettre un autre. Tac. Voilà. Voilà. Donc là, si je vais à l'intérieur, du coup, et que je navigue par exemple dans mon home, à l'intérieur, je suis dans le home de ma machine. Donc là, j'ai mis un petit flag pour montrer qu'on était dans une machine distante. Et donc, on a accès justement au volume de la machine qui sont distantes. Donc après, on peut imaginer plein d'autres cas, etc., pour de l'exploitation. Dernière petite chose que je vous montre pendant ce lab qui est intéressante, c'est Trivi. Donc Trivi, je vous l'ai montré tout à enfin je vous l'ai expliqué, présenté plutôt tout à l'heure. C'est un scanner d'image. Donc là, si je fais Trivi image et que au par hasard, hein, je prends l'image MySQL, il va scanner les vulnérabilités qu'il va retrouver dans l'image MySQL. Donc les vulnérabilités qu'il va rechercher, c'est de la CVE, et il va nous faire un rapport complet. Donc là, voilà, ça va vraiment très vite. Donc là, il se lance, on a des petites infos, etc. Sur l'OS, etc. Et puis ensuite, il va nous dire ce qui est installé à l'intérieur et puis les différentes vulnérabilités et leur criticité. Donc là, on voit qu'il y a du high, sinon c'est du medium, high ici. Et donc voilà. Donc ça va permettre aussi, quand on va vouloir déployer des images ou quand on va être dans des pipelines d'intégration, déploiement continu, de CI/CD, de mettre en place ces scanners et de dire ok, et ben à ce moment-là, si l'image elle a trop de vulnérabilité, on ne la lance pas en prod. Voilà, c'est des choses qui peuvent aussi être intéressantes. Alors, on va retourner sur la présentation. Qu'est-ce que vous pouvez faire si ça vous intéresse, si vous souhaitez un peu creuser le sujet, quelles sources vous pouvez regarder. Alors, première chose, c'est la documentation Docker. Ça fait très très cliché, mais elle est vraiment très très fournie. Je vous recommande d'aller checker. Moi, je l'ai trouvé super. Donc voilà, je vous recommande la doc Docker. Si vous regardez toute la doc, vous aurez normalement toutes les infos. Il y a beaucoup d'exemples. Vous avez Red Hat qui a fait aussi beaucoup d'exemples, qui a écrit beaucoup d'articles sur Docker et sa sécurité, et je trouve que c'est très très complet. Je vous ai parlé d'un français, Xavki, au début, qui fait pas mal de tutoriels. Je vais remettre un autre français à l'honneur. Je les connais pas du tout, hein. Je lis juste leur article ou je regarde des vidéos. Là, c'est Stéphane Robert, donc c'est un DevOps, hein. Il n'est pas forcément de la sécurité. Il est DevOps, il a fait pas mal d'articles sur Docker, dont de la sécurité. Quand j'ai commencé à me renseigner sur Docker, la sécurité, les bonnes pratiques, moi c'est par là que j'ai commencé. Donc tous les articles sont en français. Voilà, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil. Ensuite, Guide Guardian. Alors, Guide Guardian, j'ai vraiment apprécié. Ils ont des cheat sheets qui sont vraiment super, dont une qui est sur la construction d'images. Et je vous recommande d'aller la checker. Donc, vous allez sur leur site Docker Security, je crois, la cheat sheet, et voilà, elle est super. Ensuite, on va parler un peu plus entraînement offensif. Donc vous avez, pour commencer, moi ce que je vous recommande c'est TryHackMe. Vous verrez, si vous faites le lab Docker Rodeo de TryHackMe, vous verrez que mon lab c'est très très fortement inspiré. C'est super, c'est accompagné. Donc en tout cas, si vous souhaitez découvrir, c'est par là que vous devriez commencer. Ensuite, forcément, passer sur RootMe avec des challenges qui sont peut-être un petit peu plus difficiles et qui demandent au moins d'avoir les notions et la compréhension de ce qu'est Docker. Et puis ensuite, justement, alors un outil que j'ai pas essayé, c'est Nishacid qui m'en a parlé hier, DeepSea. Alors DeepSea, en fait, c'est un outil qui est bon, clairement orienté offensif euh, et qui est vraiment sympa parce que, alors déjà, ils ont pensé à pas mal de choses. Il est complètement orienté pour être lancé dans les conteneurs. Donc il est écrit en bash. Donc ça, c'est super parce qu'on maximise la compatibilité avec les différents conteneurs. Il permet l'énumération de vulnes sur les conteneurs et puis il va embarquer toute une série d'exploits et leur payload. Donc ça peut être super intéressant. Moi je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil. Et puis bah alors, bon, je me permets quand même de vous le dire, mais je vous recommande aussi quand vous faites des challenges, que ce soit sur du RootMe, TryHackMe ou peu importe, de ne pas utiliser ce genre d'outils. Vous savez, c'est comme les SQL Maps quand on va faire des SQL, etc. Le mieux c'est de le faire à la main pour découvrir. Mais si à un moment dans votre taf ou autre, vous êtes mené à devoir tester ces outils, bah, à ce moment-là, essayez peut-être DeepSeek. Petite conclusion pour terminer. Moi, j'ai découvert Docker il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Ça va faire quoi, un an et demi. La sécurité, je la trouve vraiment très intéressante sur Docker. Je la trouve vraiment complète. Très, très souvent, j'ai été confronté à des gens qui me disaient oui, mais Docker, c'est pas sécure, etc. Donc maintenant, avec cette petite présentation, bah, vous saurez quoi leur répondre. Si on vous dit que Docker, c'est pas du tout sécure, vous saurez faire du hardening avec Docker et où chercher.
J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette conférence. J'espère que ça s'est ressenti. J'ai essayé de creuser un petit peu le sujet. Si vous avez d'autres choses à rajouter, je vais regarder le chat là justement. Si vous avez d'autres choses à ajouter, d'autres conseils, d'autres tips ou même des feedbacks, vous pouvez m'envoyer un MP sur Discord que j'ai affiché, sur mon Twitter. Voilà, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Justement, je suis très preneur. Et puis voilà, si vous avez des petites questions, bah, je pourrais y répondre en direct sur le chat. Sinon, si c'est des questions qui sont alors soit un petit peu plus complexes, soit qui demandent peut-être plus de détails, à ce moment-là, peut-être plus passer en MP pour détailler. Super, merci beaucoup pour vos petits retours. Je vais remonter un petit peu le chat parce que je vous avoue que j'ai pas vraiment tout lu. Un replay est prévu. Alors normalement, effectivement, il y aura, ce sera mis sur la chaîne YouTube. Ah bah voilà, oui, ça a déjà été répondu, pardon. Il y avait moyen d'avoir cette commande. Ah oui, pardon. Alors, il y a moyen d'avoir cette présentation. Alors, justement, donc, je me fais une petite pub. Sur mon Twitter, je vais sortir mon tout premier article de blog où, justement, je vais essayer de mettre tout ça en forme avec toutes les commandes, les sources. Je vais aussi vous indiquer toutes les sources que j'ai utilisées pour monter cette petite présentation. Je vais mettre toutes les commandes, essayer de maximiser parce que je m'en servirai aussi en tant que cheat sheet, on va dire, pour mon prochain taf. Donc sur mon Twitter, et puis je mettrai sans doute le lien sur le Discord où je le ferai passer, je mettrai l'article. Là, je vais essayer de le faire dans les jours qui arrivent, là, peut-être la semaine prochaine. Donc voilà, n'hésitez pas, je mettrai tout. Et puis sinon, je ferai peut-être passer aussi, je ferai peut-être passer aussi si ça vous intéresse, le diapo. À Niche Acid ou à d'autres personnes, à d'autres monos de RootMe pour qu'ils puissent le partager en PDF ou autre. Oui, voilà, effectivement, ceux qui ont des petites questions, n'hésitez pas à les poser. Comme ça, je pourrai y répondre. Et puis sinon, bah, ce sera. Là, je vois qu'il y a pas mal de gens sur Twitter. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je reste encore quelques minutes si jamais. Et puis voilà. Puis sinon, si vous avez d'autres choses, des suggestions, même des questions beaucoup plus longues ou autres, bah voilà, n'hésitez pas à passer en MP sur Discord ou sur Twitter ou peu importe. Du coup, il y avait une question, alors je vais reprendre en haut. Il y avait une personne qui m'avait demandé si du coup, est-ce que les flags, oui voilà, c'était Julien Crypt. Est-ce que tu penses du coup que ça va t'aider pour les challenges RootMe maintenant? Est-ce que tu as pu apprendre deux trois trucs? Moi, ce que je recommande, bah, comme je disais, c'est vraiment d'aller sur du TryHackMe et puis ensuite de passer sur du RootMe. D'ailleurs, il y aura peut-être des nouveaux challenges là sur Docker qui vont sortir, j'en dis pas plus, mais il y aura peut-être deux trois choses sympathiques, donc ça va être sympa. À creuser, effectivement. En tout cas, un grand merci. Bah écoute, merci à toi. Je suis ravi que ça t'ait plu. Merci beaucoup d'avoir suivi. Est-ce qu'il y a un box à ne surtout pas rater? Alors, à ne surtout pas rater, je dirais tous. Ça dépend du niveau que tu veux mettre. Dans tous les cas, il y a trois petites chals Docker, bah, comme je disais en fait, que Nishacid a fait sur RootMe, que tu peux faire. Et puis après, il y en a un autre. Alors moi, je ne l'ai pas flagué, qui est la SSH au cœur de Laluka. Que tu peux aussi tenter. Oui, voilà, SSH au cœur de la Luca que tu peux tenter. Voilà, qui a l'air aussi d'être un peu compliqué. Je sais pas si ça tourne forcément que sur du Docker ou s'il y a une autre astuce derrière. Moi, je l'ai pas encore flagué pour l'instant. Pas de souci. Bon, bah écoutez, si c'est tout, merci beaucoup pour votre attention, c'était top. Et puis au plaisir pour une prochaine fois. Ah, ce qui se fait beaucoup aussi en mauvaise pratique, tirer run Docker. Oui, voilà, de monter la socket Docker, effectivement, voilà, ça se monte pas du tout une socket Docker et c'est quelque chose qui est à bannir. Ouais, effectivement, ouais, l'exposer ou la monter dans tous les cas. Après, ça permet de rebondir sur autre chose si on arrive à rentrer dans le conteneur. Ouais. Merci beaucoup, je cut. Bon week-end à tous et puis au plaisir.